puis ouvre ta caméra. Puis tu peux te mettre plein écran. Je sais pas où, là. Salut, Patrick. Mets-toi plein écran. Plein écran. Ici, là. Bon. Fait que tu vois, c'est ici ton micro puis ta vidéo. Mais lui, son micro est fermé. Fait que, tu n'entends pas. Puis là, tu regardes, c'est pas intéressant avec les gens qui te regardent. Ah! Comme ça va être mieux. Ou tu t'assois plus droit. Bon, ton conseiller technique a terminé son travail? Il y en a un qui parle, mais j'entends rien. Il y a Philippe Cousineau qui parlait, là, mais j'entendais rien. Tu m'entends pas, Chuck? Il souris sur les images. Ben, dis que tu n'entends rien. J'entends rien, moi, dans le moment. M'entendez-vous, vous autres? Oui. Est-ce quelqu'un qui peut me faire signe s'il m'entend? Tu m'entends-tu? Oui. Je ne vous entends pas, vous autres. Toi, tu m'entends? Non. Pourtant, ton micro est ouvert. Puis on a fait le test tantôt, puis eux t'entendent. Fait que c'est de leur côté le problème. J'entends rien, moi. Rien. Le son de ton ordi est à quoi? Mais là, au max, voir le son de ton ordi. Oui, il n'y en a pas. Ben. OK. On fait un test, là. 1, 2, 3. Y a-t-il quelqu'un qui peut me parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me parler, là? Moi, je te parle. Hey, bon. C'est bon. Une chance, ma blonde est ici. Bon. Mais est-ce que Patrick, on peut l'entendre? On le voit, hein? Patrick, on ne t'entend pas. Je vois qu'il ne nous voit même pas. Moi, je te vois, Phil, puis oui. Je vois Patrick et je me vois, mais... C'est comme si Patrick ne nous entendait pas. Il faut ouvrir son micro. Je sais pas. Bon. Oh, on a Beau Papy qui arrive. Entendez-vous? Oui, moi je t'entends très bien. Bon. Salut Daniel. Mais on n'entend pas. Ça va bien? On n'entend pas notre président. Ah, OK. Ça va bien? Ah, moi, ça va très bien. Toi aussi? Oui. Good. On est tranquille, mais... Ah, oui, puis on va l'être pendant le temps des fêtes et tout. Encore, oui, ben oui. Y a-t-il plusieurs qui se sont annoncés qui seraient... Là, je vois Bill Young, là. Ben oui, mais on ne voit pas sa face. Non, on ne voit pas sa face, oui. Non, moi, je vois juste son nom. Mm-hmm. Il n'a peut-être pas ouvert sa caméra, Bill. Oui, peut-être. Normalement, sa caméra et son micro sont fermés, d'après ce que je vois ici. Bon. Et là, c'est Patrick qui m'inquiète, là. Oui. Patrick, va te trouver quelqu'un qui connaît ça. En plus, c'est notre président. Parce qu'habituellement, ben moi, c'est ce que ma blonde m'a dit. Il ne doit pas nous entendre non plus, Patrick, là, je trouve. Non, il ne réagit pas. Il ne réagit pas, ouais, c'est ça. Ah, oh, Bill. Bill Young qui arrive. J'arrive. Bonjour, Bill. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Hey, Bill. Content de te revoir? Ben, je suis très content moi-même, moi aussi. Ça va bien, toi, Bill? Tu n'as pas de problème? Pardon? You don't have any problem? They're all small. Beaucoup, mais ils sont tous petits. Regarde-les comme ça. Ouais.
Vous êtes combien pour l'instant? 4, 5? Dans le moment, Cinq avec- on est 5 et on n'entend pas le président. The president does not Ah, have ok, his, ok, his ok. microphone open, I believe. Un peu comme M. Trump, là, l'autre l'autre pays. Non, notre président est bien meilleur. Il est juste pas avec nous. Pardon? Il est juste pas avec nous, Patrick. Ah, On le voit, mais on ne peut pas l'entendre aussi. Il peut nous faire peut-être des langages de signes. ah oui, OK. Bonne idée, Jacques. Puis Jacques, tout va bien? Oui, tout va bien. La santé est bonne. Celle de Corey aussi. Mes enfants, mes petits-enfants, aucun problème. Oui, hein? We touch wood. Je suis très content pour vous parce que ça vient de plus en plus difficile quand les années passent Oui. un peu trop vite. Salut, Alain. Ouais. Est-ce que les expos Salut, Alain. viendront à Québec? Les capitales, Non, les vrais expos, là. s'ils vont revenir à Montréal? C'est une question que je vous pose. Oh oui, ben, Oui. j'ai très Il y a un petit confiance. problème de son. Oui, hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, On Attendez que t'entend, on oui. le voit. Moi, je ne vous entends Oui, pas. on voit, puis mais c'est le président. Philippe, salut Jacques. Salut messieurs, dames, Bill. tu es dame, il n'y a pas de dame encore. Logué, je pense que j'ai un petit problème de... Ouais, ça irait mieux comme ça, je pense. Là, on ne te voit plus. Ah, On t'entend? Tu nous entends? Tu nous vois? ben oui. Bon. Oui, bon. Mais on t'entend moins fort que tantôt, par exemple. Là, le président, je ne sais pas s'il va trouver une solution. Comment? Le président vient de revenir. Là, je ne sais pas si... Ah, c'est parce qu'il n'a pas ses lunettes. Non, il les avait. Ça ne marchait pas quand même. Hey, il n'y a personne qui a son masque. Il y a Christian qui Dans un receveur. Patrick, est-ce que tu nous entends, Patrick? Fais signe de la tête Salut, si tu Christian. nous entends ou non. Christian, mets ton masque en Ontario, ça a l'air que les cas sont nombreux. Ça augmente dans notre cas aussi, là. À Québec aussi, hein? Les beaux papiers. Il y en a Ouais. beaucoup. Puis nous autres à Montréal et tout. As-tu un problème de chevreuil chez vous, Jacques? De quoi? Un problème de chevreuil? Ah, c'est bol. Hey, l'année passée,
ils ont envahi l'arrière de ma cour, puis ils Ah ont ouais? bougé à peu près 4 pieds du sol, toutes mes cèdres. OK. Fait Fait que, qu'il y en a beaucoup? ben, il y en a. Il y en a 17 de trop sur le territoire. Oh, OK. Mais là, Maître Goldwater s'en est mêlé. Ah, Puis là, ils ne ça- veulent pas les euthanasier pour. Là, ils ont décidé qu'ils sont supposés les transférer quelque part. Et les biologistes disent que s'ils font ça, ils vont mourir pareil. OK. Alors, mais C'est pas c'est si bien de les tuer puis de donner. Hey, la mairesse de Longueuil a même eu des menaces de mort. Ouais. Ça n'a pas de Christie de bon sens là, pour des ouais, bêtes à 4 pattes. Là. ça revient à l'histoire de la COVID. Laissons les spécialistes s'organiser avec ce qu'ils connaissent, puis tu sais. C'est parce que les Covidios, ils ne croient pas. Ben, c'est la même chose avec les chevreuils. Là. Il y a, faut pas leur faire mal, faut pas leur faire mal. Ben oui, tu connais quoi, toi, dans le fond, là? Ben oui, c'est ça. Tu sais. Les spécialistes disent que s'ils les transfèrent dans un zoo ou ailleurs, Ils ne seront pas mieux, là. non, ils vont mourir. Ah oui. Puis ils peuvent contaminer l'autre cheptel aussi. Oh, Patrick. Is connecting to audio. Ah. On pourrait dire qu'il est à peu près temps, mais il ne nous entend pas. Ouais. Est-ce que tu nous entends, Patrick? Ça n'a pas l'air. Ben, sinon, je suis on. Ou power. Là, il faut que Patrick s'admette lui-même. Ouais. Pour moi, il n'a pas fait de test avant. Moi, en tout cas, une heure avant, ma blonde est venue me donner un coup de main pour savoir comment faire. Parce qu'elle en fait des zooms presque à tous les jours. Ah oui. C'est Avec fou, là. son club de photographes, là. Ouais, c'est fou, mais c'est comment ça peut être épuisant, ces rencontres-là. Ah oui? Rencontre en Zoom, ça demande 2 fois plus d'énergie qu'une rencontre en personne. Là. Ouais, Sur, toutes les rencontres. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Sur la concentration, là, puis Pas encourageant, là, Alain. Moi. On va débrancher vite, Alain. pas de trouble, je viens de me lever. Ah bon? Ah, Oh, Oh! Ouais. Téléphone de l'ancien temps, là. c'est Patrick. Hey. Ouais, tu n'as pas de son. Nous autres, on s'entend très bien. Ben non, puis tu ne nous entends pas non plus. Parce que, mettant ta barre en bas, là, est-ce qu'il nous voit? il n'y a pas un micro puis il y a une barre dessus. Bon, ben clique dessus. Mais tu n'as pas fait de test avant, là. Ah ben. Eh bien, veux-tu te déconnecter et te reconnecter? Bon. S'il fait ça, je pense qu'on va perdre toute notre rencontre, non? Bonjour, Christian. Bonjour, Bill, ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps? Très longtemps, oui. Oui. Ben, moi, je suis pas assez habitué. Toi, Alain, Pas pire, c'est pas le premier que je fais. OK, Alain dit qu'il pourrait prendre le contrôle parce que. Ben oui. Merci, Jacques. Ben, pardon? OK, Alain. Oui. Alain, essaye donc d'appeler Patrick. De quelle façon? Par Par quoi? Pardon. Mais si. OK, salut. il va essayer de m'appeler, quoi? Je vais. S'il pouvait se connecter comme participant extérieur, peut-être que ça marcherait. C'est lui qui est en contrôle du groupe, c'est Oui, ça? mais le contrôle fonctionne? Comment on est capable de se parler?
C'est juste que quand il est lui, on ne peut pas l'entendre. C'est quand même curieux, ça. Oui. Très curieux. Pourtant, il dit que. Est-ce qu'il nous Le voyait? micro apparaît en bas, là, il dit qu'il n'y a pas de barre dedans. S'il n'y a pas de barre dedans, il devrait être. Mais c'est parce que peut-être qu'il n'a pas augmenté son volume sur son ordi. Parce que moi, au départ, j'entendais pas. Puis Corey a dit oui, il m'a dit tes haut-parleurs sont ouverts. Puis là, je suis allé, hop, il n'était pas ouvert. Pourtant, notre spécialiste de l'électronique, c'est bien Patrick. Souvent, c'est rien que des niaiseries. Là. Au début, moi, c'était juste j'étais juste pas branché. Ah, ouais. Détail. I see Gary Belville is on. Gary, do you hear us? Il n'est pas branché. Ah, lève-la. Gary, c'est Victoria normalement. Hi. Philippe, how you doing? Hey, Gary. Good to see you. Good to see you. How's retirement working out? Very good. Awesome. Qui est Ah oui, tu as pris ta retraite, Philippe? Oui, moi, ça y est, là. Officiellement, c'est le 9 décembre, mais je suis en vacances depuis. OK, c'est très nouveau. OK, c'est Oui. très récent. Là, okay. Ah, ouais. Tu avais combien d'années de service? Parce que ça ne me semble pas si vieux. 33 quand même. 33, ah ouais. Okay. Ouais, il fallait que j'atteigne 55 ans pour pouvoir le prendre. OK, ben oui, c'est bien. Ah, ben. Félicitations. C'est une belle période. On va faire un contrat pour le mois de janvier. Fait que... Oh. Est-ce que tu étais revenu au Canada? Oui, je suis revenu en 2016. Ah, en 2016, oui. T'es où, à Ottawa, c'est ça? Oui, à Gatineau. OK, de l'autre côté. Ah, Patrick va se reconnecter. Ça y est? Ça va. T'es-tu bien branché dans les deux sens du mot, Philippe, sur ce qui s'est passé avec les Lynx? Non, pas vraiment. Non. Y a-t-il une référence? Lynx? Les Lynx, tu veux dire, j'ai suivi les Lynx quand ils existaient. Ouais, mais tu connais-tu quelqu'un qui serait la référence? Yves Chartrand, il est encore. Je ne sais pas qui suit ça. Il y a un nouveau chapitre à Ottawa. Tu devrais essayer avec le président s'il ne connaîtrait pas quelqu'un. C'est-tu Phil? Gary, quelque chose. OK, je vais communiquer avec lui. Un nom grec. OK, parfait. Je vais communiquer avec lui. Je suis rendu en 95 dans mes recherches avec les joueurs. Là. Ben, ça vient de commencer, là, 95. Ça fait quoi, 3e saison? Non, j'ai 69 jusqu'à 94. Non, mais pour les Lynx, c'est la 3e. Oui, c'est ça, exact. C'est la saison du championnat. Oui, mais je peux te dire qu'il y a un paquet de joueurs qui sont des joueurs de remplacement là-dedans là, qui n'ont pas été très, très longtemps dans l'organisation. Kevin Bon, m'entendez-vous? Ah, ben, sacrifice. Oui. M'entendez-vous? Bon. Oui, de lutteur. C'est correct. Est-ce que vous voyez-vous, là, moi? Là? Oui. Bon, enfin. Oui, on te après, non, mais c'est parce que je viens de parler à ma cousine dans New Jersey, puis ça fonctionnait numéro 1. Ta cousine est avec nous autres? Non, elle n'est pas avec nous autres, mais à peu près 11h30. Je l'ai laissé à 12h30. Et puis ça a bien fonctionné. Fait que là, je suis obligé d'être à deux trucs parce que sur mon ordi, ça ne fonctionne plus. Fait que je suis sur mon téléphone. Bon. Fait que je vais vous parler rapidement, puis ensuite, je vais laisser la place à Daniel, là, parce que vu mes pépins présents, là. Fait qu'on est assez nombreux, merci. Je vois que des gens, c'est la première fois qu'ils viennent. Bill, how are you? Il ne m'entend pas, Bill? Oups. Bill, you don't hear Patrick? Okay. You don't hear Patrick, Bill? Non, je l'entends, oui. OK, oui. bon, c'est vrai. Compris. Donc, je suis ici. Bienvenue, Bill. Bien, merci beaucoup. Je suis très content. Bienvenue, Daniel, aussi. Merci. Merci pour l'invitation, premièrement. Oui, bien écoute, écoute, quand on a vu ton article, en tout cas, je présume que c'est toi qui es l'initiateur de cet article-là dans le Journal de Québec, là? Oui, mais je vais vous dire, puis je vais vous expliquer le contexte c'est particulier, ça. ça.
Non, mais quand même, tu sais, quand j'ai vu ça de même, le baseball à Québec, disons qu'il y a à peu près juste Daniel Papillon, là, tu sais. Je me suis dit, ça serait peut-être bien un bon. Ouais, ben, tu sais, en grosso modo, là, tu sais. Ouais, OK. Je me suis dit, ça serait peut-être bien. Ouais, il y en a d'autres, la Société historique, là. Non, fait que je me suis dit que ça devait être une bonne chose, là, pour la prochaine réunion. Écoutez, je vais vous souhaiter la bienvenue, premièrement. Là, j'ai eu des pépins, je m'en excuse, là, mais vu qu'on est tout seul aujourd'hui sur le Zoom de Sabre, ça ne devrait pas causer problème non plus. On pourrait déborder n'importe quel temps. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'on est quand même assez nombreux. Là. Il y a quelques-uns qui ne sont pas là, qu'on pensait qu'ils étaient pour venir, dont Robert Duval et quelques autres, mais quand même, on a notre belle petite gang à nous. Donc, c'est ça. Puis en même temps, je voudrais vous remercier au nom de Robert et de Philippe aussi. On a été reconduits à titre de leader du chapitre au mois de quelques mois. Donc, merci beaucoup. En même temps, merci à Philippe aussi. Philippe, qui a été notre directeur d'élection. Et puis en même temps, qui est depuis une couple d'années notre secrétaire. Et c'est lui qui fait la traduction de nos documents. Alors, je voudrais le remercier encore une fois. Je sais qu'il fait beaucoup de choses pour le chapitre. Et puis, on ne veut pas laisser passer ça sous silence. Alors, merci beaucoup, Philippe, de tout ton travail. Merci, Patrick. En même temps, je voudrais merci à tous les membres là, qui font partie de Sabre Québec au fil des années. N'oubliez pas non plus que c'est le temps de renouveler votre cotisation bientôt. Je vais vous envoyer un petit billet là, par courriel à tout le monde pour vous rappeler. Et puis, peut-être qu'on va pouvoir augmenter le nombre de membres cette année encore une fois. On verra. Mais merci beaucoup de faire partie à l'organisation. Là, on a des plans. Comme de raison, j'avais jonglé avec l'idée cet été de faire une petite réunion en personne cet été pour remplacer celle qu'on fait normalement à Québec, vu que les restrictions là, sanitaires avaient été grandement diminuées. Mais finalement, ça a tombé un petit peu à l'eau côté logistique et tout ça. Il y a des gens comme Philippe qui viennent de Gatineau, d'autres qui viennent comme Daniel de Québec et Robert de Granby. Donc, ça a été difficile d'orchestrer ça, là. Et puis finalement, on a laissé tomber. Et puis c'est pour ça qu'on a notre réunion aujourd'hui au mois de novembre, espérant retourner à la normale en 2021. S'il y a un vaccin ou d'autres choses, on verra. Sinon, on continue nos rencontres Zoom. On va avoir un Sabre Day qui est au mois de janvier, comme d'habitude. Il va y avoir un Sabre Day spécial, c'est qu'il va y avoir des événements à grandeur des États-Unis. Ça va être un Sabre Day national qui va être de 2h à 4h l'après-midi. Donc, si on veut faire une réunion à ce moment-là, ça sera peut-être avant ou après, mais il faudrait coordonner un petit peu avec Sabre parce que là, on n'aura probablement pas le choix du Zoom là, à ce moment-là. On va peut-être bien prendre un Zoom à nous. D'une manière ou d'une autre, on a encore du temps pour en parler, mais comme je vous dis, j'ai quelqu'un en vue pour notre réunion du mois de janvier, une belle présentation encore une fois. Donc, sans plus tarder, mes chers amis, on va reprendre le temps perdu et je laisse la parole à Daniel qui n'a pas besoin de présentation vu que je vois ici qu'il n'y a pas d'étrangers à notre organisation. Oui, moi, il y a un monsieur que je ne connais pas. Il y a Gary, monsieur Belleville. OK, monsieur Belleville, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il parle français? Oh, Gary Belleville. I'm catching bits and pieces of it, but please don't translate on my behalf. I'm happy to sit in on this meeting from Victoria. I didn't see you. Je ne pensais pas traduire. No. Mr. Belleville. Mr. Belleville, I didn't see you, so that's why I spoke French, you know? But no, don't apologize. No, I don't know if you understand French at all. Do you? I get, I understand some, but Okay. I don't pick it all up. Okay, that's just chapter things that I was talking about now. Yeah, So, I figured you were doing housekeeping Yeah, stuff. exactly. Regarding the last year and for the next year. So now Daniel will talk about his topic right now. So just. Je pensais le faire en français seulement, honnêtement. Je pensais de. Ouais, ben moi aussi, c'est ça que je t'avais dit, mais C'est ça que je m'avais dit, ouais. C'est ça. Aucune note en anglais, mais bon. Ça va être long, là. Daniel, Oui. fais comme Christian la dernière fois. Christian l'a fait en grosso modo en français, puis une fois de temps en temps, il traduisait les points importants. OK, bien, je vais la préparer, par contre. Par contre, je peux prendre vrai. des questions. Si En M. anglais. Belleville a des questions, je peux prendre des questions en anglais. Mais, excusez, en plus que. Ben là, je vais expliquer le contexte. Merci d'abord, Patrick. On s'était parlé la semaine dernière, je pense, où on s'était écrit là, la semaine dernière pour l'invitation. Cet article-là a été écrit au mois de février dernier. Là. Ça devait paraître. Je fais partie d'une société d'histoire qui s'appelle la Société historique de Limoilou, qui n'a rien à voir avec le sport.
Limoilou, qui est un quartier, pour ceux qui ne sont pas de Québec, là, personne ne l'est, c'est un quartier de la ville de Québec qui existe depuis très longtemps, qui a déjà été une municipalité. Et il y a une société d'histoire de ce quartier-là, comme il y a plusieurs autres sociétés d'histoire sur le territoire de la ville, là. Et depuis, je pense, une couple d'années, le Journal de Québec publie une fois par mois, je pense, un article à saveur historique le dimanche. Et c'est souvent 10 églises qui ont marqué la ville de Québec, 10 écoles. C'est souvent autour du thème 10. Et c'était toujours avec la Société historique de Québec. Et là, on voulait élargir, le Journal de Québec voulait élargir son créneau, ou en tout cas, travailler avec d'autres sociétés d'histoire. Et on a fait appel aux autres sociétés d'histoire du territoire. Et nous, on a levé la main en disant à ce moment-là, parce que, comme je vous dis, c'est au début de l'année, ça, en disant qu'on aurait peut-être deux mais deux articles à présenter rapidement, dont un sur l'histoire, même si on n'est pas une société d'histoire du sport, là, un sur l'histoire du baseball à Québec. Et le thème retenu, c'était 10 vedettes qui ont passé, et je dis bien passé par Québec là, dans certains cas. Et l'autre, c'était sur un autre sujet d'histoire, évidemment. Et on a dit, oui, on va le passer tout de suite. C'était pour le début de la saison qui devait avoir lieu à la fin du mois de mars. Et malheureusement, évidemment, il n'y a pas eu de début de saison à la fin du mois de mars. L'article a été reporté. Et donc, il y avait l'article et il a été publié finalement autour de la Série mondiale, là, si je ne me trompe pas. Là, je ne me souviens pas de la date, mais en tout cas, il a été publié autour de la Série mondiale. Je n'ai donc pas regardé mes notes tellement cette semaine parce que je travaillais sur d'autres choses. Je travaille avec Bill sur un autre projet. Là. Et, donc, j'ai préparé un petit PowerPoint, par contre, avec un peu plus de photos que celles qui sont parues dans le journal. Bon, pourquoi 10? Je pense que Patrick m'a dit que je pouvais partager mon écran facilement. Là, sur la flèche verte, ça, Patrick, je pense que tu m'as dit. Là, je ne te réentends plus, Patrick. Là. Je vais essayer, en tout cas, la flèche verte, excusez. Là. Moi, je n'entends pas Patrick. Je ne sais pas si vous l'entendez. On ne l'entend plus. Il est sorti de son téléphone. Alors, je vais essayer de... Il avait établi la communication vocale avec son téléphone. Bon, là, est-ce que vous voyez, si quelqu'un voit mon... Oui. Okay, bon. Je vais le mettre en plein écran, si je ne me trompe pas. OK. Oui. Bon, j'ai donc choisi pour l'article de parler de 10 vedettes, comme je vous disais, qui sont passées par Québec. Si vous regardez les noms, dans certains cas, j'ai rajouté celui de Georges Maranda à la fin parce que je pensais que lui, il n'a pas passé par Québec, il vient de Lévis, évidemment, il a joué longtemps à Québec, puis il a travaillé beaucoup à Québec. Mais là, je trouvais que ça prenait un Québécois dans la liste, là, au moins, pour couvrir toute l'histoire. Ça permettait, c'est un choix arbitraire, là, ça permettait d'assez bien couvrir toute la période de l'histoire du baseball à Québec. Il y a seulement que il y a deux périodes. Une, volontairement, celle des capitales n'a pas été choisie, là, que je jugeais trop récente. Et l'autre, c'est celle des Indiens de Québec de 1957, en gros, à 1970, là, dans la Ligue provinciale. Mais là, il n'y avait pas vraiment de joueurs qui ont marqué l'histoire, si on peut dire. Et tout ça va être discutable et pourrait être discuté à la fin, là, mon choix de joueurs. Là, mais écoutez, il n'y avait pas de préférence. Là. Et j'ai commencé par Casey Stengel. Pour une raison, parce qu'il est venu en 1924, après la Série mondiale, il y avait un voyage organisé en Europe, une tournée de promotion du baseball organisée en Europe, et ça partait de Québec en bateau. Les deux équipes qui voyageaient, c'était les White Sox de Chicago et les Giants de New York, qui avaient joué 2 parties auparavant à Montréal et qui sont venus en jouer 2 ici à Québec. Les 14 et 15 octobre 1924. Casey Stengel ne jouait pas ni pour les... à ce moment-là, il jouait pour les Braves de Boston en 1924. Mais je vous ai dit que c'était les Giants et les White Sox, mais il y avait quelques joueurs d'ajouter aux 2 formations pour compléter le périple, compléter les 2 équipes pour le périple. Les joueurs n'avaient pas eu, dans le cas des Giants de New York, n'avaient pas eu un grand repos. Là, on venait de jouer à la Série mondiale. La 7e partie de la Série mondiale a eu lieu le 10 octobre et le 12, on jouait à Montréal.
Bon, Stengel va faire partie évidemment du voyage avec plusieurs autres. J'aurais pu ajouter d'autres joueurs dans ma liste. Là, certains sont membres du Temple de la Renommée, Art Neff, Frankie Frisch, Paddy Ruel et plusieurs autres là, ont participé à cette tournée-là. Dans le cas de Stengel, lui, il obtient un total à Québec, là, au cours des deux parties, il obtient 5 en 8. C'est quand même pas trop mal. Et ce que ça permettait aussi de présenter en 1924, le seul lien qu'il y a avec Limoilou dans mon cas, c'est qu'ils ont joué dans un stade qui s'appelait, c'est une photo qui a été prise à Montréal, celle-là, de baie d'hôtel. Ils ont joué au Parc Fontaine. Le Parc Fontaine qu'on voit derrière, on n'a pas de photo des Giants de New York à Québec. On a trouvé cette photo-là, ça c'est au Parc Fontaine, qui était sur la 3e avenue. C'est un stade qui avait été construit préalablement à la saison 1924. Québec avait une équipe de niveau, dans la classe B à ce moment-là, le plus haut niveau qu'on a jamais eu à Québec. C'était dans la Ligue Québec-Ontario-Vermont. Et on avait construit un stade au mois de mai 1924 qui s'est appelé le Parc Fontaine, qui n'a pas existé tellement longtemps, et surtout pour le baseball en particulier. C'était seulement que la saison 1924. Le Parc Fontaine, pour les parties, pour une des deux parties d'exhibition qui aura lieu en octobre, il y a plus de 4000 spectateurs. C'est donc assez gros, mais il n'y a pas vraiment de photos claires de l'époque. Ce que je sais du stade, c'est qu'il a été construit en 3 semaines. C'est juste en bois. Il a coûté 7 000 $. On commence la construction le 3 mai 1924 et on termine à peu près le 21-22 pour que la saison débute. Je pense que c'est le 24, le début de la saison. Ça, c'est une photo de l'équipe de Québec qui a joué cet été-là au Parc Fontaine et on voit un peu les estrades. On les appelait les Bulldogs, mais ça, c'est pas si clair que ça aussi. Dans les journaux, c'est rare qu'on voit le nom Bulldog, mais dans les statistiques, par exemple, sur Baseball Reference, on voit le nom de Bulldog apparaître. Mais je pense que le nom de Bulldog, c'est plus par rapport à l'équipe de hockey qui avait été très populaire, qui avait gagné 2 Coupes Stanley au début des années 10. Une publicité qui annonce une partie, la partie d'ouverture, les Canadiens de Montréal, qui avait un lien d'ailleurs avec les Hauts-d'Endurant. Et ça, c'est la seule, c'est une reproduction du Journal Le Soleil là, que j'ai trouvé cette année. C'est ça, le Parc Fontaine sur la 3e avenue, au coin de la 2e rue dans Limoilou. Après 1924, et ça nous amène à notre 2e joueur, il n'y a pas de baseball organisé. Il y a du baseball évidemment à Québec, mais pas de. En tout cas, c'est des équipes pas professionnelles et surtout pas dans des ligues organisées. Et ça nous amène à la construction du stade municipal en 1938. C'est la seule photo qu'on a trouvée de cette époque-là. Et on ne jouera pas au baseball au stade municipal en 1938. Il y aura plusieurs problèmes de construction et ça ira en 1939. Et ça va être l'équipe qui s'appelle les Athlétiques de Québec. Et là, on va embaucher. En 1938, Dale Bissonnette n'est pas là, mais en 1939, Dale Bissonnette va être embauché. Et Dale Bissonnette, c'est un Franco-américain de Winthrop dans le Maine. Et sa carrière est courte dans les ligues majeures, mais quand même assez impressionnante. Là, dans les 5 saisons qu'il va passer avec les Dodgers de Brooklyn, il va frapper, écoutez, je vais relire mes notes, là, mais il va frapper pour une moyenne de 305 dans ces 5 saisons-là. Et dont sa saison recrue en 1928, où il frappe pour 320 avec 25 coups de circuit et 106 points produits. C'est les blessures qui auront raison de lui. Et il va continuer à jouer après avoir joué dans les ligues majeures là, en 1900. Il va quitter les majeures. Sa dernière saison est en 1933, mais il va aller jouer pour les Royaux de Montréal en 1935 et 1936. Et quand il va venir ici à Québec en 1939, il va être un joueur instructeur, mais il ne jouera pas beaucoup. Là. Il est vraiment sur la fin de sa carrière. Et de toute façon, je suppose qu'il n'y a plus rien à prouver. Et il est rendu assez vieux aussi, là, parce que son année recrue, je pense qu'il avait, si je ne me trompe pas, il avait 28 ans là, déjà. Bon, ça, c'est le stade municipal. Évidemment, la première partie va, comme vous voyez, là, a eu lieu le 14 mai 1939 contre Trois-Rivières.
Si vous êtes un peu familier avec Québec, ben c'est très différent aujourd'hui. La configuration de la rivière Saint-Charles qui fait le tour de la presqu'île du parc Victoria, ben ça n'existe plus. On a ouvert dans le bas de cette photo-là, on a ouvert la rivière Saint-Charles qui a été détournée et ben c'est ça, toute cette eau-là n'existe plus. C'est le boulevard Laurentien. À gauche de la photo, à l'entrée du stade municipal, ben, c'est le boulevard, l'autoroute Laurentienne qui passe là. Et ben, derrière, c'était du remplissage pour agrandir un peu le parc Victoria. Bon, notre ami Dale Bissonnette avec les Dodgers de Brooklyn, qui avait un uniforme carotté, si on peut dire. Et ici, avec les Athlétiques de Québec en 1939. Vous vous posez peut-être la question où on a joué en 1938, puisqu'on existait en 1938. Ben, on a joué à l'Hippodrome de Québec, qui a disparu lui aussi pour laisser place au centre Vidéotron aujourd'hui. Il n'était pas un stade de baseball, évidemment. Et on jouait à l'intérieur de la piste de course de chevaux. Et les spectateurs étaient très loin. Je n'ai pas d'image de ça, mais on avait déjà joué là dans les années 10 aussi, l'équipe amateur. On pouvait remarquer sur la photo aussi qu'en 1939, et en plusieurs saisons, d'ailleurs, son nom n'est pas dans la liste, mais ça aurait pu être un qui aurait été ajouté. Il y a un Roland Gladu qui s'aligne avec les Athlétiques de Québec. Il y a Roland Beaupré sur la photo aussi, mais Roland Beaupré, je reviens sur lui, là, qui est assis en première rangée, n'a pas vraiment joué pour les Athlétiques de Québec. Il a travaillé, il était autour de l'équipe. À part d'avoir joué quelques parties, là, mais il a toujours resté autour de l'équipe et il va devenir dépisteur beaucoup plus tard, là, entre autres pour les Athlétiques de Kansas City. Notre ami Gladu ici, avec en particulier celle de gauche. Bien, les deux photos ont été prises justement à l'Hippodrome de Québec en 1939. Ça nous amène en 1949, où là, parce qu'après la période des Athlétiques, ce sera les Alouettes de Québec. Les Alouettes, c'est 3 saisons après la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas retenu de joueurs parce que vraiment, là, il n'y en a pas eu et c'est plutôt catastrophique comme performance. Les Alouettes, les 3 saisons qui vont exister sous ce nom-là, ils vont terminer dernier. Malgré le fait qu'on aurait été une filiale des Cubs de Chicago une saison et des Giants de New York une autre saison, bien, il n'y aura envoyé aucun joueur qui aura atteint les ligues majeures à ce moment-là. En 1949 ou à la fin de 1948, l'équipe est vendue à un contracteur de Québec qui s'appelle Ulysse Sainte-Marie. Et lui, il décide qu'il en a assez de perdre, premièrement, et qu'il veut changer la philosophie de l'équipe. Et il va acheter plusieurs vétérans des ligues mineures et il va changer le nom de l'équipe pour celui des Braves. Et il va aller chercher un ancien joueur de ligue majeure qui jouait encore jusqu'en 1948, Frank McCormick. Qui va amener à Québec évidemment comme instructeur. Il va jouer quelques parties lui aussi. Par contre, Frank McCormick, et lui aussi, c'est une grande vedette. Tout comme notre ami Bissonnette, c'est un joueur de premier but qui va jouer, lui, 13 saisons dans les ligues majeures, qui va maintenir une moyenne de 299 en carrière. Est-ce que vous entendez de l'écho, vous autres? Ou... Oui, c'est ça, c'était encore moi, ça vient de partir tout seul. OK. Tout seul. Bon. OK, moi, ça ne me dérange pas. Là. Non, mais c'est moi, ça me dérange en même temps. Écoute bien, là, j'essaie de... Faites ça mute. Attends, j'ai de la misère aujourd'hui. Est-ce que je continue? Ou je peux attendre, là, je ne suis pas pressé. J'essaie de me déconnecter. On va t'attendre, Patrick. Ouais, attends une minute. Bon. Ça a l'air? Ben. Toi, tu parles d'un verre d'eau. En parlant de verre d'eau, merci, je vais prendre une gourde. Allez, là, je suis tanné de cette affaire-là. Mais tantôt, ça fonctionnait bien, Patrick, là? Ben oui, ça quand tu nous as parlé, là, ça fonctionnait bien? Oui, je sais. Ça a recommencé quand... Ça allait bien avec ton téléphone, Patrick. Je sais là, je suis avec mon téléphone.
Et l'ordinateur est parti tout seul. Attends, là. Bon. Non. J'essaie de me mettre en muet, ça ne marche même pas. Bon. Tu m'as payé comme ça? Oui. Très bien. Bon. Vas-y. OK, bon, c'est beau. Alors, comme je vous disais, McCormick a joué 13 saisons dans les majeurs, moyenne en carrière de 299. 9 participations des parties d'étoiles. Oh, en 1938, 39 et 40, il va dominer la Ligue nationale pour le nombre de coups sûrs obtenus, 2 fois au-dessus de 200, 209 en 38 et 39. Et en 1940, il va être choisi le joueur le plus utile à son équipe pour la Ligue nationale. Et cette année-là aussi, si je ne me trompe pas, les Reds auront gagné la Série mondiale. Par contre, il y aura pas ces 2 participations à la Série mondiale n'auront pas été fermées. Il y en aura une 3e participation en 48 avec les Braves de Boston. Mais ce n'est pas là, disons, que l'essentiel de sa carrière dans la Série mondiale. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme photo? Ben, ici, McCormick, évidemment, avec justement monsieur à sa droite, à lui, c'est monsieur Sainte-Marie, le propriétaire de l'équipe. Et à l'extrême gauche, mais c'est Maurice Descarreaux qui était un journaliste, en tout cas connu à Québec là, à cette époque-là. Ce qu'on voit derrière, c'est les estrades qui étaient au bout du stade municipal où est située la terrasse aujourd'hui, ce qui permettait d'accueillir, grosso modo, le stade, ça accueille à peu près 5000 personnes, là, si on peut dire. Mais avec les estrades des 2 côtés, aux 2 extrémités du stade, ben, on a déjà accueilli jusqu'à 7000 spectateurs. La photo d'équipe de 1949 des Braves, si vous êtes familier avec le stade, ben, c'est ça, là, on ne le voit pas bien là-dessus, mais on a ajouté, quand les carnavals sont arrivés, des estrades qui descendent sur le terrain, mais ça, c'est derrière la marbre, donc ça n'a pas vraiment changé. Si vous remarquez, par contre, juste au-dessus des joueurs, il y a des chaises pliantes. Ça, c'était les chaises dans les loges, évidemment, qui n'étaient pas fixes. Il y a eu toutes sortes d'histoires entourant ces chaises-là qui se sont ramassées régulièrement sur le terrain parce que les spectateurs n'étaient pas satisfaits de certaines soit décisions ou du rendement. Je ne dirais pas du rendement du jeu, là, des joueurs, là, je ne sais pas, surtout probablement à cause des décisions de l'arbitre. C'est pendant les galas de lutte. Pardon? Pendant les galas de lutte. Oui, bien peut-être aussi. Oui, parce qu'il y a eu un peu d'autres choses au stade, mais l'année suivante, parce que McCormick va rester juste une saison, celle de 1949 à Québec, mais les Braves, eux autres, vont exister jusqu'en 1955. Et George McQuinn, un autre premier but des Ligues majeures, va venir de 1950 à 54. Un autre premier but assez étoile, lui aussi, 12 saisons dans les majeurs, une moins bonne moyenne en carrière à 276, mais quand même 7 participations aux parties d'étoiles. Il a joué, il a commencé justement derrière McCormick à Cincinnati et a été échangé par la suite, ou en tout cas, il s'est ramassé avec les Browns de Saint-Louis pendant plusieurs saisons, un peu avec les Athletics de Philadelphie et enfin les 2 dernières saisons avec les Yankees de New York. Il avait été dans l'organisation aussi. Quand il est parti de Cincinnati, là, je vous dis, il n'a pas été échangé, là, si je ne me trompe pas. Il a été vendu aux Yankees, mais là, les Yankees ils étaient derrière d'autres bons joueurs. Donc, il avait passé plusieurs saisons dans les ligues mineures avant de se ramasser avec les Browns de Saint-Louis. Une photo avec lui, les Browns de Saint-Louis. Et sur l'autre photo, évidemment, vous avez tous reconnu le bonhomme Carnaval. Mais aussi, à la gauche du bonhomme Carnaval, c'est CP60, c'est celui qui va remplacer George McQuinn lors de la dernière saison d'existence des Braves de Québec. Les Braves auront joué dans 2 ligues, c'est-à-dire dans la Ligue canado-américaine et puis dans la Ligue provinciale, mais toujours dans la classe C. Et n'auront pas, même s'ils s'appellent les Braves de Québec, ils n'auront pas toujours été affiliés avec les Braves de Boston ou de Milwaukee, mais ils vont l'avoir été pendant plusieurs saisons. D'ailleurs, curieusement, quand on devient les Braves de Québec en 1949, on n'est pas affilié avec Boston à ce moment-là. Ça va venir plus tard. Je ne sais pas pourquoi on choisit le nom de Braves.
mais il n'y a pas de lien direct, en tout cas, en 1949 avec les Braves de Boston. Est-ce qu'il y a un lien politique? Peut-être, ça reste à rechercher. Je dis politique là, parce que Gérald Martineau, qui était longtemps associé aux Braves de Québec, et Lou Perini, qui était le propriétaire des Braves de Boston, faisaient des affaires au Québec. Là. Il y a peut-être un lien politique à creuser, disons, à ce moment-là. L'équipe de 1950, dirigée par McQueen, qu'on voit à l'extrême droite de la photo, est assez exceptionnel. Si vous avez vu passer en 2002, si je ne me trompe pas, lors du 100e anniversaire des Ligues mineures, il y a eu un classement des 100 meilleures équipes, tous niveaux confondus, là, des équipes des Ligues mineures. Bon, il y a des équipes de Montréal qui sont retrouvées là-dedans, des Royaux, mais une équipe de Québec, c'est bon, celle des Braves de 1950, qui, de mémoire, s'est retrouvée au 96e rang ou 94e rang là, de ce classement-là. Ce qui est quand même exceptionnel si on compte le millier d'équipes qu'il y aura eu lors du centenaire qui auront existé là, dans ces 100 ans-là dans les ligues mineures. Le plus grand des joueurs, c'est Al Erickson, qui aura lancé dans les ligues majeures un peu. Et là, il y en a quelques autres. Là, je ne suis pas familier avec toutes les faces, mais sur cette équipe-là, il y a Moose Shetler, entre autres. Peut-être que Bill était de Québec à ce moment-là. Le noir, je pense que c'est Ike Quaterman. C'est pas parce qu'il y a eu Stanley Glenn aussi sur l'équipe. Et à droite du noir sur la photo, c'est Quaterman. En tout cas, c'est Mike Fandozzi. Lui a joué longtemps à Québec. Je pense qu'il a joué 7 saisons au deuxième but à Récourt à Québec. Qui d'autre? Sur la photo, il y a John Ambrose qui a joué en Ontario aussi, qui est un Américain. Mais il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a deux qui ont atteint les ligues majeures sur ce. Ben, mis à part McQueen, qui ont atteint les ligues majeures. Erickson, qui était une vieille recrue avec Détroit, je pense qu'il avait 33 ans. Et Butch Lawing avait joué dans les ligues majeures avant de descendre avec Québec par la suite. Bon, une photo où on voit, c'est un début de saison. Je pense que c'est la saison 1954. Je ne suis pas sûr on joue contre Saint-Hyacinthe et vous voyez, en tout cas, à cette première partie-là, il y a beaucoup de monde dans les estrades. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais à partie d'ouverture, c'est un peu comme les expos faisaient. Là, on attire beaucoup de monde, même si, de toute évidence, il ne fait pas très chaud cette journée-là, qui est au mois de mai. Ça nous amène à notre autre joueur sur la liste qui est Warren Spahn. Bon, celui-là a vraiment fait que passer. Il est venu ici juste une journée, évidemment, là, parce que les Braves de Milwaukee, je vous disais qu'on avait été associés quand même, on avait été une filiale des Braves de Boston et Milwaukee pendant quelques saisons. Donc, en 1953, le 15 juillet, comme vous voyez, les Braves de Milwaukee débarquent à Québec pendant la pause du match des Étoiles pour venir jouer une partie d'exhibition contre les Braves de Québec. Ça va se terminer 8-0 pour les Braves de Milwaukee et ce sera une partie sans point de coup sûr pour les 6 lanceurs qui vont avoir défilé au monticule cette journée-là. Le lanceur partant des Braves de Milwaukee est Warren Spahn. Bon, vous connaissez mieux les statistiques que moi, là, mais Warren Spahn, c'est le plus grand lanceur, le lanceur gaucher avec le plus de victoires en carrière. Lors de cette partie-là, justement, tantôt je vous parlais de 5 000 spectateurs, bien là, on accueille 7 368 pour cette partie-là. Et il n'y aura pas, bon, Spahn ne lancera pas beaucoup, il va lancer 2 manches seulement. Burdett va lancer, Max Surcoint, Jim Wilson, Vern Bickford et John et Jay aussi vont compléter ce match sans point de coup sûr. Cette année-là, parce qu'on va revenir, et vous allez le voir tantôt, là, on va revenir 2 ans plus tard pour jouer une autre partie. Cette année-là, on n'avait pas changé les lanceurs. En 1955, quand on va revenir, mais on va changer les lanceurs. Milwaukee va lancer contre Milwaukee. Et Québec contre Québec. C'est probablement pourquoi ça a fini 8-0 aussi, cette partie-là. L'année suivante, c'est Satchel Paige qui débarque pour, je vais dire quelques heures seulement, je pense, dans son cas. Là. C'est les Harlem Globetrotters qui vont venir jouer une partie d'exhibition contre la Maison de David.
le 10 juillet 1954. Et dans l'équipe des Harlem Globetrotters de baseball, évidemment, s'aligne Satchel Paige qui va venir lancer 2 manches. Et là, ce qui est exceptionnel, on connaît l'âge de Satchel Paige. Mais là, il a 48 ans. Il vient d'avoir 48 ans parce que, en plus, si sa date de fête est bonne, là, son année de naissance, mais il vient d'avoir 48 ans parce qu'il est né le 7 juillet. Il serait né le 7 juillet 1906. Et ça, c'est le 10 juillet. Alors, à 48 ans, mais il lance 2 manches, il retire 4 frappeurs. Il affronte 6 frappeurs, il en retire 4 au bâton. Il lance une vingtaine de lancers seulement. C'est rien parce que 10 ans plus tard, il lance dans les majeurs. Oui, il revient effectivement. Oui. Et puis il lance, je pense, c'est 3 manches. En tout cas, c'est assez exceptionnel, encore une fois. Sa performance est assez étincelante là, quand il revient dans les majeurs. Là. Mais je ne l'ai pas en note. Là. Je ne sais pas si tu as des chiffres, là, mais. Ça, c'est la publicité entourant ce match-là. Donc, la publicité de la journée même pour... vous voyez le prix des billets aussi, à 1,50 $ pour les loges. Et ça a attiré, je veux dire, une bonne foule. C'est quand même pas exceptionnel qu'on attire 3000 spectateurs, même en saison régulière, pour les parties des Braves de Québec. Là. Donc, 3000 personnes, c'est pas... ça n'aura pas été un si grand succès que ça. Et c'est parti seulement 2 autres. Évidemment, il n'y a pas de partie des Braves de Québec après ou avant, là, parce qu'ils sont sur la route à ce moment-là. L'année suivante, c'est ça, comme je vous le disais, c'est le retour des Braves de Milwaukee. Cette fois-ci, il aligne Hank Aaron avec eux autres. Et là, il y a différentes histoires autour. Une photo, c'est une reproduction du Journal Le Soleil, là, cette photo-là. Quelques petites histoires. Ça, c'est pas une photo de l'époque. Ça revient plus tard. Quelques petites histoires autour de ce match-là. Premièrement, on attendait 10 000 spectateurs. On avait construit des estrades à l'extérieur du champ extérieur, dans le champ, là, ce qu'on n'a jamais refait à Québec. Là. Malheureusement, il faisait apparemment excessivement froid. Ça, c'est le 31 mai. Et on va attirer 5 000 quelques spectateurs. Je vais dire seulement, là, mais comme on attendait 10 000, c'est pas un succès pour l'organisation. 2 choses à retenir. Ça aurait pu être un match qui aurait marqué l'histoire du baseball. Parce qu'on a failli avoir l'équipe de Milwaukee en s'en venant à Québec. A failli avoir un accident d'avion. Et si l'avion avait tombé, là, il y a plusieurs grands joueurs, parce que là, c'est une grosse équipe, celle des Braves de Milwaukee de 1955. Là, il y a plusieurs grands joueurs, dont Hank Aaron, mais aussi Spahn, Burdette, Matthews, c'est-à-dire aussi, j'oublie les noms, là, mais qui auraient disparu. Le match va se terminer 5-3 en 10 manches et c'est Bobby Thompson qui avait frappé un historique coup de circuit en 1951 qui va frapper un simple cette fois-ci pour faire marquer 2 points en 10e manche. Hank Aaron va frapper un coup de circuit. L'unique coup de circuit de la rencontre a été frappé par Hank Aaron lors de la 2e manche. Une petite anecdote qui n'a jamais été... j'ai eu la chance de rencontrer il y a plusieurs années, parce qu'il est décédé, le monsieur René Lemire, qui était évidemment directeur gérant des Royaux, mais aussi directeur gérant des Braves de Québec à cette époque-là. Et j'avais entendu parler qu'il y aurait eu une possibilité que Hank Aaron, parce qu'en 1953, Aaron jouait à Eau-Claire et de classe C et Québec était aussi une équipe de classe C. Les deux étaient des filiales des Braves de Milwaukee et on aurait voulu échanger entre les 2 filiales Ed Charles, qui était l'arrêt-court des Braves de Québec, et Hank Aaron, qui était lui un joueur d'avant-champ aussi à Eau-Claire. Et M. Lemire aurait refusé parce que Charles était un excellent joueur aussi. Évidemment, les deux n'auront pas connu la même carrière par la suite, là,
mais c'est M. Lemire qui aurait refusé l'échange entre les deux formations. Et si vous lisez, bon, M. Lemire était assez âgé quand je l'ai rencontré, puis il m'a dit que c'était bel et bien l'histoire, et je ne mets pas en doute sa parole, là. Mais si vous lisez un livre qui est paru sur l'histoire du baseball à Eau-Claire, on n'en parle pas du tout de cette possibilité-là, sauf que Hank Aaron a traversé une léthargie. Après avoir blessé un joueur sur au deuxième but, sur un relais qui a avorté, disons, sur un double jeu, il a lancé la balle au visage d'un joueur qui glissait. Aaron a passé 2-3 semaines là, en léthargie très profonde. Et je pense que ça aurait pu être à ce moment-là qu'on aurait dit bon, on va peut-être changer l'air de Hank Aaron, on va l'envoyer dans un autre niveau de classé de toute façon, puis on va amener Ed Charles à Eau-Claire. Ça aurait peut-être pu être à ce moment-là qu'on aurait proposé cet échange-là à M. Lemire. Mais ça, c'est ma version personnelle des faits. Cette photo-là, je l'ai rajoutée. Comme je vous disais tantôt, ça, c'est une photo de l'époque des Indiens de Québec. C'était juste pour vous montrer un peu le stade municipal assez bien rempli et surtout un peu différent. Je viens de vous mentionner qu'avant l'arrivée des carnavals en 1971, il n'y avait pas d'estrade qui descendait. Maintenant, il y a des estrades qui descendent en partie à côté de l'abri des joueurs a été tassé un peu. Sur la photo, on en voit un abri. Là, bon, il est tassé un peu à droite sur la photo. Et il y a des estrades qui descendent jusque sur le terrain aujourd'hui. Et on a changé tous les bancs depuis ce temps-là. Là. Mais ça, c'était en finale, si je ne me trompe pas, en 1969. Il y a beaucoup de monde aux Indiens de Québec. Mais ce n'était pas le cas à tous les matchs. Là. Arrive, les expos, évidemment, en 69 à Montréal, mais arrive aussi à Québec la filiale des expos en 71, celle des carnavals de Québec qui va durer jusqu'en 1977 et portera 2 noms, évidemment. Dans 76 et 77, ce sera les métros de Québec. Vous connaissez autant que moi cette histoire-là. Il y aura eu, j'ai fait, là, je n'ai pas ressorti mes chiffres, mais j'avais répertorié le nombre de joueurs qui sont passés par Québec qui ont atteint les ligues majeures. Écoutez, c'est une 50aine. Là. Il y en a plein plusieurs vedettes, il y en a plein qui ne sont pas des vedettes. Mais bon, sur la photo, en 73, évidemment, c'est l'année de Gary Carter qui, comme vous le voyez, porte le numéro 48 et non pas le 8 à Québec. Là. Photo d'équipe, qu'on le voit derrière. Et il y en a plusieurs autres là, sur la photo. Moi, je ne suis pas bon avec les visages, mais le numéro 9, c'est Coco Leboy. Le 14, c'est Marcel Latchman. Le 38, si je ne me trompe pas, c'est... je vais vous dire Bombo Rivera. Peut-être que Jacques le reconnaît. Là. C'est Bombo Rivera, le 38. C'est Bombo, hein? Ouais. Et derrière, là, il y a Joe Gilbert. C'est Tony Scott, l'autre? Peut-être que oui, c'est ça. Je dirais que Joe Gilbert, c'est le 16, là, si je ne me trompe pas. Et l'autre serait Tony Scott qui a joué quelques années. Le numéro 8, c'est Ed Creech. Lui, je me rappelle, je crois que le 42, c'est un lanceur... Il y a Dan Wharton cette année-là. Et cette année-là aussi, il y a pas Steve Renko, mais Steve Rogers qui joue en 73. Mais lui, je suis sûr qu'il n'est pas sur la photo. Il a probablement quitté, je ne sais pas à quelle date a été prise la photo, là, mais il n'est pas sur la photo, Steve Brown. Ouais, il devrait y avoir Denis McSween aussi. Oui, il y avait Denis McSween, qui était le 26, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on... Il ne semble pas, c'est drôle, il ne me semble pas être là, mais est-ce qu'il était là cette année? Moi, je ne suis pas bon pour vous dire les années, mais oui, McSween, mais je pense que cette année-là, il n'a pas joué toute la saison. Un peu comme Rogers, c'est peut-être qu'il n'est pas sur la photo, sur cette photo-là. Parce que McSween, c'est l'année suivante, je pense qu'il y a une très bonne saison. Qui avait amené la Ligue pour la moyenne de points mérités, c'est ça? La Ligue Eastern pour la moyenne de points mérités. Donc, est-ce que j'ai d'autres photos? Bon, ce qui nous amène, bon, là, évidemment, il y a plein d'autres joueurs là, durant d'autres saisons. Je vais vous montrer une couple de photos après. 76, c'est plus compliqué. Bon, les métros, c'est 76-77, comme je vous le disais. Et dans le cas de Dawson, je n'ai jamais trouvé une photo. C'est la seule photo ici, il est à gauche, là, complètement, c'est le numéro 5.
Écoutez, il n'a pas été longtemps à Québec, là. Il a joué 40 parties avec les Métros de Québec. Par contre, c'était très bonne statistique, là, 357, 8 coups de circuit et 27 points produits en seulement 143 apparitions au bâton. Il va être promu à Denver assez rapidement et aussi rapidement avec les Expos. Cette année-là, et là, on ne voit pas assez bien sur la photo, mais il y a aussi Tony Bernazard qui s'aligne avec Joe Carrigan, Dan Schatzeder et Shane Rowley, entre autres. Et il y a un dénommé Gerald Annis qui va gagner cette année-là 20 victoires. Donc, le premier de l'organisation des Expos à atteindre le cap des 20 victoires, mais évidemment, là, c'est dans le 2A. Il n'y aura pas les mêmes succès ni avec les Expos, ni avec les Dodgers, avec qui il va s'aligner un peu plus tard. Et j'ai jamais trouvé. Écoutez, la période des métros, ce n'est pas la meilleure période pour trouver des renseignements. L'équipe a eu des difficultés financières majeures. Et curieusement, là, on trouve peu de choses sur eux autres, dont des photos, entre autres. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est des coupures de journaux là, qui n'étaient pas de très bonne qualité. Vous avez peut-être remarqué le soigneur de l'équipe sur la photo qui était le même, qui était avec les Expos une saison, qui était avec les Nordiques, René Lavigueur, là, qui est assez bien connu à Québec, entre autres. Là. Bon, parmi Denis McSween, on le voit ici justement en haut à gauche. Là, il y a aussi Barry Foote, Ellis Valentine, Dale Murray, Warren Cromartie et Bombo aussi. Mais il y en a plein d'autres, des noms. Écoutez, comme je disais, il y en a sûrement une cinquantaine quand on les ligues majeures. Cromartie est un qui avait marié quelqu'un de Québec. Là, je pense qu'ils ne sont plus ensemble depuis un bon bout de temps, là, mais il avait marié une dame qui travaillait comme placière ou je ne sais pas s'il y a un autre terme là, au stade municipal à cette époque-là. Je crois que son nom, c'était Ginette Ringuette. Et je sais qu'ils sont restés à bon terme parce que. Non, c'est Carole. Carole, oui. Il était deux sœurs qui travaillaient. Ouais, c'est Carole, OK. Il est revenu quelques années plus tard, puis sa belle-sœur était là dans le temps des capitales. Là, et sa belle-sœur était là. Ils ont dit qu'il était resté en bon terme là, avec la famille. Bon, le dernier des 10 joueurs, c'est Georges Maranda, qui est né à Lévis en 1932, si je ne me trompe pas, là, et qui a signé avec les Braves de Québec en 1900. Avec les Braves de Québec, les Braves de Boston, mais qui l'ont envoyé, entre guillemets, avec les Braves de Québec, où il jouera 3 saisons. Il ne connaîtra pas tant de succès que ça à Québec. Lui, M. Maranda dit que c'est George McQueen qui est son instructeur à ce moment-là. Il dit que ce n'est pas l'harmonie totale, disons, avec George McQueen. Il va s'en aller à Eau-Claire par la suite et il va jouer plusieurs saisons dans les ligues mineures. Et là, il va connaître il y a 2 saisons. D'ailleurs, ça s'affiche dans les ligues mineures. Là, c'est assez impressionnant. Il y a 2 saisons de 18 victoires, 6 défaites, dont une à Louisville. Bon, c'est des photos avec les Braves de Québec, encore une fois. Sur la photo d'en haut à droite, il n'est pas sur la photo. Il n'est pas sur la photo, lui. Là aussi, c'était un peu pour montrer que c'est une partie populaire. On voit, là, je crois que c'est Stanley Glenn qui donne la main. Là, je ne suis pas sûr du joueur à qui il donne la main. Là. Je ne peux pas m'avancer. Mais sur la photo du bas, c'est une parade après un championnat. Maranda, évidemment, c'est le premier à gauche. Les Braves de Québec, que je n'ai pas mentionné tantôt, vont exister durant 7 saisons, mais ils vont gagner 6 championnats. C'est donc la période. C'est l'âge d'or du baseball à Québec, si on peut dire. Là, les capitales vont répéter plus tard, mais en moins de saisons. À Louisville, en 1959, il va participer au match des étoiles, Georges Maranda. On le voit ici, évidemment, avec Piché et Claude Raymond. Raymond n'aura pas été longtemps là, à Louisville cette année-là. Mais c'est une grosse année pour Maranda. C'est une de ses 2 saisons de 18 victoires. Et c'est après ça qu'il sera repêché par les Giants de San Francisco pour s'aligner, évidemment, avec eux autres.
en 1960. Là aussi, c'est une magnifique équipe avec qui s'aligne, entre autres, Philippe Allou, qu'on voit sur la photo en bas à gauche, mais Juan Maréchal, Willie McCovey, Willie Mays, et plusieurs autres là, qui sont favoris pour gagner la Série mondiale, mais ce ne sera pas le cas cette année-là. Et Miranda est repêché signé par les Giants et chanceux, tout de suite au départ, ils s'en vont faire une tournée au Japon. Et qu'on voit ici avec Philippe Ahue, d'ailleurs. Et ça, c'est des photos qui viennent de M. Miranda. Il doit y avoir une quinzaine de photos là, de cette tournée-là au Japon. C'est assez incroyable. Je n'ai pas mis toutes ces photos-là. J'en ai mis une autre ici. Là. Pour montrer, on voit très bien McCovey et Maréchal, si je ne me trompe pas, là, ici en avant. Là. Va s'aligner aussi ces 2 saisons dans la Ligue majeure, c'est 60 et 62. C'est 2 saisons, je dirais, plutôt difficiles, même si sa moyenne de points mérités n'est pas astronomique. Là. C'est 1 victoire, 3 défaites, 1 victoire, 4 défaites l'autre année. Et bon, sa moyenne cumulée pour les 2 saisons, c'est 4,52 et je pense que c'est 4,65 et 4,47 selon les 2 saisons. Là. Bon, comme je vous dis, ce n'est pas astronomique, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Malheureusement, il y a mal au bras aussi à ce moment-là et sa carrière va se terminer pas longtemps après, même s'il va jouer encore une couple de saisons dans les ligues mineures après ça, là, mais il va être arrivé trop tard avec probablement juste avant l'expansion. Ça aurait été difficile pour certains joueurs aussi. Ah, bien, ça fait le tour de mes 10 joueurs. Comme je vous disais au début, écoutez, j'aurais pu mettre plein d'autres joueurs. Je suis sûr que vous avez peut-être des suggestions même et vous avez peut-être des questions, peut-être pas, mais en tout cas, c'était ça l'article qui essentiellement qui est paru dans le Journal de Québec. C'est parfait, ça. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai assisté à plusieurs matchs durant cette période. Et, en regardant cet après-midi, j'ai des frissons parce que j'ai beaucoup aimé les Braves de Québec et toutes les autres activités qui avaient lieu aussi. Bill m'a déjà raconté, peut-être que tu peux le raconter encore, Bill. Entre autres, Jesse Owens était venu à une partie. Oui. L'histoire de Jesse Owens à Québec, c'est un peu plus intéressant. Jesse Owens était le coureur pour les États-Unis dans les Olympiques. Bill, maybe you can tell the story in English for Mr. Belville. Oh no, continue. I'm getting it. Well, you'll make life easier for me. Okay. So why don't we do that? Jesse Owens, I think we all know that story of Hitler and Jesse Owens and Hitler. At the end of the Olympics, Jesse Owens won 4 gold medals. The 100, the 200, and then I can't remember now the other. The long jump, relay and long jump. And the long jump. That's it. Yeah, the relay and the long jump. Anyway, in the 50s, in the early 50s, Jesse Owens was very much out of the limelight, and he at the time was traveling with the Negro League teams that were playing league games, but they were also playing at the same time, playing for the fans. And on a couple of occasions, Jesse Owens was traveling with the Harlem Globetrotters. No, not the Globetrotters.
help me out here, Danielle. I have trouble memorizing names now. Anyway, the team, there was one team that was a very good team and also had a couple of comic players just to keep the fans going. There was the Indianapolis Clowns? Huh? The Clowns? The Clowns, yeah. That's it. Les Clowns. Indianapolis. And on one of the events in Quebec, you've got me, yeah. On one of their trips in Quebec, what's his name was there as a draw to bring in more people, and it was a double header. There were two different games, and on the second game, they matched. I should be doing this in French, because if no, don't worry. And stumbling, it's been a while since I've told the story, and anyway, yeah, I'm gonna pull back right now. I'll come back to the story. It's I was caught a little bit by surprise. No problem. So it was Jesse Owens, and he was running. He was set up with the fastest player of the four teams with the Les Carnaval, the Cup, and he was at home plate. And the gimmick was that the fastest player of the four teams was halfway to first base. And when the umpire blew the whistle, they took off, and Jesse Owens defeated the runner, and that was pretty good. Wow. But the reason became very interesting about this is that after all of that activities had gone on, Jesse Owens went into the stands, and he was wandering through the stands and giving autographs, and people were talking to him, but not very many people really knew who he was. So an autograph, and that was about enough. Well, I was there with my brother, younger brother. I was probably 14, and my brother was 4 years younger. And we caught him up at Les Escades there, way up high. He'd gone to take a bit of a break, and we nailed him, my brother and I. And we must have spent half an hour talking with Jesse Owens about baseball and racing and the Olympics and what he was doing then. He was as he told it, he was working with underprivileged youth in and around Chicago. And it was only later that he became renowned again, as a hero of the 20th century. And my brother and I still today will salute that moment that we had our time with Jesse Owens. There were several other events like that. There was always a clown or a couple of clowns. There was one clown was called Bebop, and I have to say the baseball was good too. It was, I think we were there 2 or 3 times when they came through on the pattern. Okay. Yeah. What else can I tell you? The first black player to play for the they wouldn't have been the Braves yet. They would have been the Alouette, and he was. I wish I could remember his name, but he was treated very badly. There were a lot of players from the South on the Braves at that time, on the Alouette at that time, and there was this one black guy, and he was treated very badly particularly by the Southern ball players.
so that when they would get on the bus to go to one of the towns in Quebec, he was getting on the bus, the guy sitting there, back to the back of the bus, get to the back of the bus. There was really no gratitude. He was a second baseman, I think. The name escapes me for the moment, and he did not make it through the season. The story was that he had a nervous breakdown and went home. So, le joueur sur la photo qu'on a vu tantôt, je crois que c'était Walt Williams. Est-ce que c'est ce joueur-là? Yeah, c'était bien ça. Walt Williams, oui. Excellent. Ouais. Pas le même Walt Williams qui a joué dans les majeurs. Là. Non, c'est longtemps avant. Oui, c'est ça. Hein. Ça, c'était en 47, 48. Peut-être son père, là. Ouais, peut-être, oui. Bon. Okay. I could get warmed up and talk some more. Ouais. It went well, Bill. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais peut-être un petit quelque chose sur Dale Bissonnette. Vas-y, Christian. Il a passé beaucoup de temps au Québec. Il est venu, et je pense qu'il est pas loin. Il a joué à des équipes du Maine. Dès qu'il était adolescent, il est venu jouer à Montréal. Il était lanceur initialement. Il était vedette dans une université américaine. Je ne me rappelle plus exactement laquelle, mais il avait été recruté. Puis là, il s'est tout de suite défait le bras. Puis il est revenu à Montréal dans une ligue très amateur. Là, et c'est là qu'il a été converti en premier but. Il a joué dans la ligue Eastern Canada en 1922 avec Cap-de-la-Madeleine. Ensuite, il a été re-signé et retourné vers les majeurs, mais comme premier but cette fois-là. Après son séjour de majeur, il a joué avec les Royaux. Il est revenu ensuite avec les Athlétiques comme gérant. Puis je crois qu'il a aussi été brièvement aussi gérant à Trois-Rivières ou dans les années 50 dans la provinciale aussi. Donc, il y a une longue histoire avec le Québec. Okay. Si je me souviens bien, Bissonnette était dans l'équipe des Royaux avec Gus Dugas. Ça se peut-tu? Je pense que oui, c'est dans ces années-là. En 35, 36, dans ces années-là. 36 à Montréal, Bissonnette. C'est ça, hein? Exactement. Il était, juste avant d'aller à Québec, il était dans la Ligue du Cap-Breton, là, où la Ligue provinciale de cette époque-là a pigé beaucoup de joueurs, là, notamment, je pense que Sherbrooke avait recruté à peu près toute son équipe dans les Maritimes. Puis Bissonnette a été recruté de là aussi en 1939. Si je me souviens bien, la Ligue du Cap-Breton, il y avait Joe Page qui était là-dedans aussi. Fait que ça explique beaucoup de choses. Probablement. Partout. C'est ça. Donc, d'autres questions? Est-ce que je peux faire un appel à tous? Ben oui, vas-y, mon Alain. Oui, ben écoute, dans le cadre d'une recherche que je fais depuis plusieurs années, Philippe, on échange quelques fois là-dessus sur toute l'organisation des Expos de Montréal. Je cherche des guides médias des années 90 et 2000. Si jamais il y en a qui en ont, je ne veux pas les procurer. Je veux avoir un accès si jamais quelqu'un connaît quelqu'un ou si vous en avez. Bref, faites-moi signe. Moi, pardon? Des guides de presse, des expos. Non, les expos, c'est pas un problème, les expos. C'est toutes les autres équipes là, qui. J'en ai plusieurs. J'en ai accumulé plusieurs, mais il y en a là, qui me manquent là, dans le cadre de ma recherche. Souvent, la plupart des équipes, là, c'est. Je te dirais, là. Il y a des années que j'ai au complet, dans les années 90. Mais tu sais, de 2000 à 2008, là, à partir du moment où le baseball majeur les a numérisés, je n'ai pas de problème, j'ai accès à ces documents-là. C'est des informations que ça contient, par exemple. Bon, je ne les ai pas. Comme je dis, je ne veux pas les avoir. Je veux avoir un accès à ces documents-là pour avoir des informations sur les joueurs qui sont passés dans l'organisation des expos. C'est tout ça que j'ai besoin. OK. Ça fait que, voilà. Des autres équipes du baseball majeur. Oui, exact. Exact. Donc, moi, Alain, j'ai tous les guides des expos, mais j'ai aussi le Sporting News, le Baseball Guide et le Baseball Register pour la plupart de ces années-là. Je les ai tous aussi. C'est pas ces documents-là que je cherchais. Là. Je te remercie. Malheureusement, je ne peux pas t'aider plus que ça. Je te remercie. J'avais une collection de livres. Là, je viens de les donner là, au Panthéon des sports du Québec. Là. Fait que voilà. Merci. Si bon, c'est très bien. Ben moi, je veux dire merci à Daniel. Oui. Parce que
écoute, c'est toujours très intéressant de revivre l'histoire de Québec, surtout pour moi, qui a passé 6 ans avec les Capitales. Alors, ça m'a fait un beau petit voyage dans le temps, parce que lorsque les métros ou encore le carnaval étaient là, évidemment, les expos, on allait jouer un match par année. Alors, on avait l'occasion de renouer avec les amateurs de baseball de Québec. Et ça a été un beau voyage dans le temps. Merci, Daniel. Oui, bienvenue. Ça fait plaisir de vous revoir. Daniel, j'ai une question pour toi. C'est quoi les plans pour les Capitales pour l'avenir là, avec tout le baseball mineur qui est en soubresaut en ce moment? Honnêtement, je ne sais pas. Là, ils changeaient de ligue et là, avec la pandémie, ça n'a pas fonctionné, mais c'est juste reporté à l'an prochain. Là. Je ne sais pas, ça va être un nouvel essai dans cette ligue-là. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aussi. Je n'ai pas eu de contact. La dernière année, il n'y a pas eu de baseball cette année, comme vous le savez, évidemment. Je n'ai pas eu de contact avec Michel Laplante récemment. Non, je n'ai pas d'idée de l'avenir. Ouais. Quel sera l'impact aussi de cette année d'inactivité-là? Là? Ouais, j'ai eu quelques hints, si je peux me permettre, Daniel, puis Philippe. Il y a des équipes, il y a des villes qui n'auront plus d'équipe dans la New York Pen qui vont probablement intégrer la ligue dans laquelle les Capitales vont se retrouver. Ce que je peux te confirmer, c'est qu'à Burlington, il y a eu des approches dans quelques villes comme celle-là, là, donc qui vont se retrouver sans équipe affiliée à court terme. Donc, écoute, je sais qu'il y a eu des approches. Qu'est-ce qui a été concrétisé? Je ne le sais pas. On attend peut-être d'avoir la confirmation du retour des ligues avant d'annoncer quoi que ce soit, ce qui serait un peu normal. Mais je sais qu'il y a des villes qui ont été contactées et qu'il y a des approches qui ont été faites. Moi, je pense que le terrain a déjà été débroussaillé en vue du retour du baseball dans certaines de ces villes-là, dans le baseball indépendant. Jacques, je ne sais pas si tu es au courant, là, mais à Jamestown, il y a eu le retour du baseball, si tu veux, le baseball d'été universitaire. Là. Je ne sais pas si tu sais qui est en charge de l'équipe là-bas. C'est le fils de Jim Fanning. Ah oui? Oui, Frank. C'est le fils de Jim Fanning qui est en charge de l'équipe là-bas. Je suis un peu en contact avec, là, puis on s'est écrit, puis c'est ça, c'est lui qui est en charge là-bas. Il m'a écrit quand Larry Walker a été nommé. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question un peu, Philippe, relativement à ce qui s'en vient. Là. C'est des informations, moi, que j'ai eues, en tout cas, là, relativement à ce qui se passe en vue de la prochaine saison dans le baseball indépendant dans le Nord-Est. Moi, ce que j'en ai c'est qu'avec la fermeture de tellement d'équipes affiliées, qui étaient soit de calibre A ou 2A, ben, ça va renforcer le calibre des ligues indépendantes. Ah oui, c'est sûr. Et mais moi, ce que je crains le plus, surtout avec des équipes canadiennes comme les Capitales, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins d'espace pour les joueurs canadiens ou québécois au sein de ces équipes-là à cause du talent qui va arriver du 2A, peut-être du 3A, des clubs affiliés qui vont être dissolus. Alors, je pense que tu as raison, Jacques, là-dessus. Oui, probablement. Oui, c'est un peu plate. Ils vont peut-être se retrouver dans les ligues seniors. C'est peut-être eux autres qui vont. Mais les Québécois, ça va-tu leur tenter de jouer dans ces ligues-là? Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est un peu la même chose qui s'est produit dans les années 60 avec la Ligue provinciale de cette époque-là, où il y avait juste des Québécois à une époque. Puis quand on a ouvert la porte des Latins et des Américains, ben il y avait plus beaucoup. À la fin, il y avait plus beaucoup de Québécois, là. C'est-tu 3 ans que ça a duré, ça, Daniel, 68 à 70? C'est ça? Ou c'est les Américains sont arrivés avant ça. Oui. Mais il y avait un nombre limité. Là, au début, je pense que c'était 4 joueurs américains. En 66, il y avait déjà des Américains, en tout cas. Là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il me semble en 68, il est arrivé quelque chose. Jusqu'à l'arrivée. On a peut-être permis, là, il faudrait lire, peut-être que Christian le sait aussi. Il faudrait lire, là, mais je pense qu'on a ouvert la porte encore plus à un plus grand nombre de joueurs. Parce que moi, j'ai écrit à Baseball Reference pour leur dire, écoutez, j'ai dit, il y aurait peut-être moyen d'ajouter la Ligue indépendante provinciale de 68 à 70. Je ne sais pas pourquoi j'avais lu à un moment donné, ces 3 années-là avaient été comme un peu spéciales, là. Mais il y a des bons joueurs qui jouent là, à ce moment-là. Là. Oui. Ben, il y en a 2 qui ont fait les majeurs, Pépé Frias puis Angelini.
Mais, tu sais, puis il y en a une couple les gérants de ces équipes-là. Nous, la Moriello, c'est pas retrouvé à la tête de ces équipes-là pendant la fin des années 60. Je pense que oui. Au milieu, peut-être, des années 60. À la fin des années 60. Oui, Thetford Mines, je pense. C'est où? À Thetford, je pense. À Thetford, hein? C'était du gros calibre. Puis quand la Ligue provinciale est arrivée, pas la Ligue provinciale, la Ligue Eastern est arrivée à Trois-Rivières et à Québec, c'était. Oui, bien là, c'était souvent les mêmes dirigeants. Dans le cas de Québec, c'était le même dirigeant. C'était Hugues Baudouin qui dirigeait les Indiens, puis c'était Hugues Baudouin qui dirigeait les carnavals. Je veux dire, il faut que tu fasses un choix, là, je pense. Oui, ça. Claude Bédard, je pense, est impliqué avec le Club de Québec à ce moment-là. En 60, ben pas avec les carnavals, en tout cas. Non, en 70, il est encore avec les Indiens, oui. Oui. Mais là, il y a des histoires autour de Claude Bédard aussi. C'est peut-être une des raisons pourquoi ça a coûté cher, ce Claude Bédard, je pense. Il a dépensé beaucoup. Tiens. Il invitait les joueurs au Château Frontenac, puis on s'est ramassé pas d'argent avec. M. Baudouin a dépensé beaucoup. Pour sauver le club. Une chose que j'avais lue autour de la Ligue Eastern en 73-74, les deux clubs qui attiraient le plus et par une marge énorme dans toute la Ligue, c'était Québec et Trois-Rivières. Ouais. C'est comme 200 000 spectateurs pendant la saison, puis les équipes comme Waterbury, c'était comme 60 000. Ouais. Tu regardes les équipes qu'il y avait dans la Ligue Eastern à ce moment-là, c'est des équipes. C'est pas le même genre de ville. N'importe qui. Ouais. Puis, je vais même citer un joueur, Jacques, tu vas peut-être t'en rappeler. Il n'a pas joué avec les Expos, mais lui et André Dawson sont montés en même temps. C'est Andy Dice. Andrew Dice, oui. Tu te rappelles de lui? Ben oui. Ben, écoute, ça avait été l'histoire du camp d'entraînement, les deux, Dawson et lui. Bon, ben, Dice était considéré comme le meilleur prospect des deux quand c'était arrivé. Mais Dice, quand les Blue Jays sont arrivés, les Expos l'ont laissé aller, puis bon, il s'est retrouvé avec les Blue Jays et j'ai récupéré une entrevue qu'il avait donnée dans, je pense que c'est le Globe and Mail de Toronto. Puis Dice parlait de son temps à Québec. Il dit si ça n'avait pas été du nightlife à Québec, on aurait eu un meilleur club. Tu n'étais pas tout seul dans cette situation-là. C'est ça, je te dis, tu sais, je veux dire, Bristol puis Québec, là, tu ne te retrouves pas dans la même situation. C'est pour ça tu sais, que Michel Laplante, qui est dans une bonne situation, il n'y a pas de misère à attirer des joueurs là, à Québec. Tu sais, n'es pas dans un petit bled. Là. En plein milieu de l'été à Québec, là, tu es pas mal pris. Là. D'autres choses, les amis? On pourrait continuer de même pendant un bout. C'est certain. C'est certain. Voyons donc. Ils nous connaissent. Une question pour Daniel. Ouais. Oui. Donc, Daniel, je ne sais pas si tu as vu passer ça. De fin des années 20, début des années 30, il y a eu une équipe noire basée à Québec pendant au moins 2 saisons, l'équipe de Chappie Johnson. À Québec? À Québec. Donc, ils se promenaient un peu, mais ils ont été basés, ils ont joué dans une ligue, la Ligue Québec District. Oui. Donc, il y a quelques joueurs assez intéressants là, qui ont passé là. Il y a notamment Nip Winters, là, qui a été un bon lanceur dans les Negro Leagues dans les années 20, là, qui a passé quelques mois à Québec en 1930, je crois. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait eu une équipe noire basée à Québec, mais au moins... C'est ça, basée, parce qu'on voit le nom souvent. Je ne pensais pas qu'il avait été basé à Québec. Il aurait joué au Parc CB. Je ne vous ai pas montré cette photo-là, mais... pas un grand terrain de baseball, mais il y a eu beaucoup de baseball là, au Parc CB. C'est pas loin. Curieusement, c'est juste à côté du stade Canac aujourd'hui, du Parc Victoria. Là. OK. Excellent. Alain Beaupré habitait ce coin-là et a joué là aussi. Le Québec District était quand même assez fort là, à une certaine époque, mais je ne pensais pas qu'il était basé à Québec. Bien, c'est ça, il a passé, en tout, Chappie Johnson a passé peut-être 4 étés, ou 4 ou 5 étés au Québec, 2 à Montréal, puis 2 à Québec. Ah oui, OK. Puis la dernière année, il y avait 2 équipes noires, il y avait son équipe, puis les Mohawk Giants qui étaient aussi, il y avait une ligue avec eux, Lévis, et une équipe de Québec, le Canadien de Québec, je pense. OK. Ah oui, le Canadien, oui. Il n'y avait pas un Carpentier d'ailleurs, Patrick, c'était... Oui, c'est l'oncle de mon père, Arthur. C'est ça. Donc
Est-ce que ça conclut notre réunion pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Gênez-vous pas, là. On a le temps en masse. On est tout seul aujourd'hui. Comme je disais à Daniel l'autre jour, c'est pas de battre des records de longévité en ligne, là, mais quand même, non, mais on a le temps d'écouter. Surtout qu'on a perdu de précieuses minutes avec moi, là. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Allez-y. Ben, as-tu des nouvelles de Sabre pour ce qui s'en vient pour le congrès de mi-d'année? Ou... ben là, ça serait remis à Baltimore encore cette année pour autant que les conditions le permettent là, de la COVID. Ils n'ont pas encore parlé de ça. J'ai comme l'impression que si ça continue, ben, à moins qu'il y ait le vaccin, mais comme de raison, on sait bien que le vaccin, ça ne sera pas tout de suite. Là. J'ai comme l'impression que s'il y a un congrès, ça va être un congrès virtuel. OK. Puis là, ils vont être mieux organisés que l'été passé. L'été passé, ben, cet été, je veux dire. C'était plus, mettons, à la bonne franquette. C'était organisé assez vite. Là. Mais j'ai comme l'impression, regarde le Sabre Day qu'ils font, là, ils vont faire une grosse affaire pendant 2 heures de temps à grandeur de l'Amérique, avec des panélistes et tout ça, un peu comme qu'ils font à convention. Donc, j'ai comme l'impression que si on n'est pas capable de se rencontrer physiquement, ça va être réellement par encore virtuel. Mais si on est capable, ce que je doute, là, parce qu'il y a bien des gens qui n'auront pas le vaccin, là, mais si on est capable, imagine qu'ils voudraient aller à Baltimore encore. Parce que les plans étaient déjà faits l'année passée, là, en 2019. Là. Mais à part ça, c'est pas plus avancé que ça. J'ai comme l'impression qu'ils doivent faire un peu comme nous, là, nous personnellement, qu'on essaie de prendre ça une journée à la fois, pour regarder ce qui se passe. Là. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils vont passer le Sabre Day, puis ensuite, ils vont évaluer la situation comme un peu tout le monde. Là. C'est les dernières nouvelles que j'ai. Ils ont choisi des dates. C'est ça. Ils disent que c'est à Baltimore, mais il n'y a pas eu aucune invitation pratique de qu'est-ce que c'est exactement. Puis en plus, il y a eu beaucoup de perturbations, bien pas perturbations, des nouveaux employés à Sabre cette année. Donc, ils sont en train de les intégrer un peu plus. Là. Il y a une ancienne là, qui travaillait pour les Yankees là, qui est rendue là, la fille responsable du membership. Là. Donc, là, ça brasse un peu aussi là, au bureau chef là-bas. Là. Fait qu'avant qu'ils nous donnent des nouvelles, j'ai comme l'impression que ça peut prendre un certain temps. Fait qu'on s'enligne sur Baltimore, mais comme Philippe dit, c'est ça, là, on attend. C'est beau? C'est beau. Fait que la prochaine réunion, nous, ça va être Sabre Day. On va regarder ce qu'on va faire, là, parce que, comme je vous dis, là, les autres, ils ont réservé de 2 heures à 4 heures là, dans l'après-midi. À ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on va faire, nous. Peut-être bien le matin ou l'après-midi après eux. Là. On verra. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais communiquer avec les gens de Sabre pour voir ce qu'on va faire. Là. Et puis, d'une manière ou d'une autre, ça va dépendre si on a beaucoup de temps. Si on a beaucoup de temps, on pourra avoir un invité spécial que j'ai dans ma ligne de mire. Sinon, on pourra faire quelque chose d'autre en attendant. Là, pas de problème. Là. C'est certain qu'on va avoir une réunion à Sabre Day, inquiétez-vous pas. Good. C'est parfait, ça? Ben, merci à tous. Merci, Daniel. Merci. Là, écoute, quand j'ai vu de passer l'article des 10 joueurs là, dans le Journal de Québec, j'ai dit, oups, ça, c'est quelque chose pour une de nos réunions. C'est officiel. J'ai pensé à toi tout de suite, mon cher. Ben, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Et puis, on se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Salut. Au revoir. Faites attention, tout le monde. Je vous remercie beaucoup. C'était très, très intéressant, votre présentation. Super. Merci. Cool. Faites attention, tout le monde. Oui, vous autres aussi. Bye-bye. Attention. Et voilà. Salut Philippe. Hein?